Bonjour et bienvenue dans le Journal des Sciences pour un tour d'horizon de l'actualité scientifique. Sommaire de cette semaine, un ancêtre controversé, d'étranges dunes sur Pluton, une prothèse capable d'apprendre et enfin une caméra perdue dans la stratosphère. Quel curieux ancêtre que cet Homo naledi découvert en Afrique du Sud et qui fait depuis quelques jours la une des journaux. Au dire de ses découvreurs, et notamment l'américain Lee Berger, les restes retrouvés il y a 2 ans au fond d'une grotte à près de 30 mètres de profondeur appartiennent à une espèce humaine encore jamais décrite qui vivait il y a plus de 2 millions d'années. En seulement 2 fouilles, les paléontologues ont récolté plus de 1500 fossiles appartenant à une quinzaine d'individus d'âges variés, de quoi dresser un portrait plutôt précis de ce nouvel hominidé. Homo naledi mesurait en moyenne 1,50 m et pesait entre 40 et 50 kg. Il possédait un petit cerveau de 500 cm3, soit 2,5 fois plus petit que le nôtre. Comme beaucoup de fossiles de cette période, il présente des caractères mosaïques. Ses mains et ses pieds ont plutôt des caractéristiques humaines. En revanche, son tronc, ses épaules et son bassin rappellent ceux des australopithèques. Pourtant, comme le soulignent nos confrères du journal Le Monde, cette annonce n'est pas forcément bien perçue par l'ensemble de la communauté scientifique. On reproche notamment à Lee Berger d'utiliser les médias à outrance. La publication s'accompagne en effet d'un documentaire du National Geographic et d'une reconstitution prête à entrer au musée. Mais c'est sur le plan scientifique que le bât blesse. Pourquoi ne pas avoir publié ces travaux dans une revue scientifique reconnue? Sans compter que l'absence de réelle datation pose problème. Les 2 millions d'années avancées par les chercheurs sont hypothétiques. Or, une imprécision durant cette période charnière peut faire toute la différence. D'ailleurs, pour Yves Coppens, les caractéristiques de ce nouvel hominidé le placent plutôt du côté des australopithèques. Pour beaucoup de spécialistes, les conclusions de Lee Berger et de son équipe sont donc précipitées. Reste que la découverte d'un tel gisement demeure exceptionnelle et qu'il y a fort à parier que les chercheurs pourront en tirer des informations plus fiables durant les prochains mois. Vous pensiez en avoir fini avec Pluton? Eh bien non. Après son survol du mois de juillet, la sonde américaine New Horizons a continué à récolter des données scientifiques et ce n'est réellement que depuis le 4 septembre que la sonde commence à envoyer vers la Terre les fruits de sa récolte. Les premières images qui nous parviennent sont les plus détaillées jamais réalisées de la planète naine, les meilleures d'entre elles atteignant une résolution de 440 mètres par pixel. Elles confirment ce que les premiers clichés en basse résolution nous avaient révélé: Pluton est un monde d'une richesse et d'une complexité que personne n'avait imaginé. Les chercheurs de la NASA le reconnaissent eux-mêmes, Pluton, c'est compliqué. Par exemple, ses structures. Elles ressemblent à des champs de dunes comme on peut en observer sur Mars. Le problème, c'est que de telles formations impliquent du vent et donc une atmosphère dense. Or, l'atmosphère de Pluton est infiniment ténue. Hypothèse, soit la planète naine a connu une atmosphère plus dense dans le passé, soit d'autres processus que nous ne connaissons pas sont à l'œuvre. D'autres images laissent apparaître des régions chaotiques semblables à celles que l'on peut observer sur Europe, l'un des principaux satellites de Jupiter. Il s'agit vraisemblablement de blocs de glace s'entrechoquant sur un lit d'azote. Les observations faites sur Pluton tendent à indiquer que cette planète a un noyau dense entouré d'une épaisse couche de glace, ce qui accroît la possibilité de l'existence d'un océan liquide sous cette glace. Ces nouvelles images révèlent aussi des vapeurs atmosphériques autour de Pluton, s'élevant jusqu'à 130 km d'altitude et présentant beaucoup plus de couches que ne le pensaient les scientifiques. Dernière image, celle de Charon, le principal satellite de Pluton, photographiée ici avec une résolution inégalée. À l'instar de Pluton, les clichés témoignent d'un passé géologique très mouvementé. Les machines pouvant être pilotées par l'esprit constituent un espoir pour de nombreuses personnes handicapées. Grâce à elles, des patients paralysés ou amputés peuvent retrouver une certaine autonomie. Typiquement, ces machines fonctionnent à l'aide d'un casque muni d'électrodes mesurant l'activité électrique du cerveau. Le patient s'efforce de penser à une action jusqu'à ce que l'ordinateur identifie le signal et pilote le robot. Autant dire que cette étape n'est pas sans difficulté. Le patient passe généralement beaucoup de temps à apprivoiser la prothèse robotisée avant qu'elle ne daigne répondre à l'ordre donné. Pour améliorer cet apprentissage, une équipe de l'École polytechnique fédérale de Lausanne propose de revoir les choses à l'envers. C'est à la machine de s'adapter au patient, pas le contraire. Les chercheurs sont partis d'une faculté naturelle de notre cerveau. Quand nous ratons une action, quand nous manquons une marche par exemple, notre cerveau émet un signal électrique signifiant l'échec de l'action.
La machine mise au point par les chercheurs est capable de reconnaître ce signal, si bien que si l'on échoue à saisir un verre d'eau posé devant soi, la neuroprothèse comprend que l'action entreprise n'a pas abouti et modifie ses prochains mouvements en conséquence jusqu'à obtenir le résultat désiré. La machine sait que l'objectif est atteint lorsque l'action effectuée ne génère plus de signal d'erreur. Les premiers résultats étant très prometteurs, les chercheurs espèrent que cette approche permettra de proposer des prothèses plus faciles à maîtriser, mais aussi plus aptes à réaliser des tâches complexes. En 2013, un groupe d'étudiants américains se lance dans un projet ambitieux. Envoyer une petite caméra dans la stratosphère grâce à un ballon-sonde afin de réaliser, à moindre coût, quelques images de notre planète. Le projet est mûrement réfléchi. Une protection pour la caméra est élaborée grâce à une imprimante 3D. Un parachute de secours est testé afin de récupérer l'engin après l'éclatement du ballon en haute altitude. Tout est pensé jusqu'au smartphone inclus dans l'engin qui permettra de le localiser après son retour sur Terre. En juin 2013, l'équipe est prête. Le ballon prend son envol au-dessus du Grand Canyon et l'histoire s'arrête là. Car le smartphone joue les abonnés absents, rendant impossible la localisation du ballon ou de la caméra. Or, il y a quelques semaines, une randonneuse découvre en plein désert la caméra et le smartphone qui l'accompagnent. La carte SIM est examinée chez un opérateur téléphonique qui retrouve alors son propriétaire. La caméra est intacte et les étudiants peuvent enfin observer les images. Les voici. Le ballon prend progressivement de l'altitude, ce qui permet d'apercevoir le désert, puis le Grand Canyon. À plus de 30 km d'altitude, le ciel est enfin complètement noir et le ballon finit par éclater. L'enregistrement du GPS du téléphone a finalement permis de retracer le parcours exact de l'engin qui, en 1 heure et 38 minutes, a parcouru une centaine de kilomètres pour finir intact, mais dans une zone sans réseau téléphonique. Voilà, ce journal est terminé. On se retrouve dans notre prochain numéro pour un nouveau tour d'horizon de l'actualité scientifique. En attendant, rendez-vous sur scienceactualité.fr, le site de la rédaction. Bonne semaine à tous.